think we seem to have lost our president again. Just I'm sorry for that. I'd like to ask you for... Il semblerait que nous sommes sans président pour l'instant. Il y a eu un coup d'État. Donc voilà, nous allons attendre quelques minutes. Différents délégués participent à cette réunion. Monsieur le Président, est-ce que vous voulez prendre la parole? Et comme ça, je vais vous donner le micro. I assume that our president... Je suppose que le président de séance a des problèmes techniques. Oops. We're almost there, but not quite. Mr. President, could you try to activate your camera and your microphone? Monsieur le Président, si vous voulez bien ouvrir votre webcam et votre micro. Alors, nous ne vous entendons pas. Nous vous voyons en profil. Voix de Madame Roxandra Popa, je pense qu'il a besoin de quelques secondes. Voilà. Roxandra Popa. Monsieur le Président, je pense que nous sommes prêts à lancer la balle. Andrés, vous avez raison. Vous pouvez confirmer que nous avons les deux orateurs. Oui, effectivement, parfait. Très bien. Oui, notre deuxième orateur n'est pas à l'écran, mais il est avec nous. Franak, si vous êtes des nôtres. Madame Popa, Monsieur le Président, merci beaucoup. Monsieur le Président, bonjour. Nous sommes en train de mettre en ligne le deuxième orateur. Cela prendra quelques secondes. Très bien. Alors, nous allons voir si nous arrivons à entendre Franak. Franak Fiatchorka, est-ce que vous voulez bien prendre la parole? Malheureusement, nous ne vous voyons pas et on ne vous entend pas non plus. Alors qu'il y a quelques minutes, tout allait bien. L'interprète français va couper son micro jusqu'au début de la réunion. Okay, well, he left the meeting. I guess he will try to re-enter the meeting, which does make sense. Okay. Let's try again. Yes. You hear me? Okay. We can hear you well. Yes. Okay. Perfect. Okay, I suppose we could get started then, Mr. President, if you would. Voilà, Monsieur le Président, si vous voulez bien, nous sommes prêts. Monsieur le Président, Monsieur le Président Messahaji, on ne vous entend pas. Okay. Let's try again. Could you hear me? Yes. We can hear you. Could you hear me? Okay. And could you see me? Yes. Now we can see you as well. Amazing. Okay. Finally, I could manage. Okay, great. Thank you very much again. Sorry for this small problems, technical problems. So, dear colleagues, let's start. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Chers collègues, nous allons entamer les travaux d'aujourd'hui. Nous allons consacrer nos travaux
aux dernières évolutions en Biélorussie. Vous ne saurez peut-être pas tous que la Biélorussie était membre associé de l'Assemblée parlementaire en 92 et a été suspendue en 97 après un référendum truqué en 96 organisé par Monsieur le Président Loukachenko. Ceci était incompatible par rapport aux valeurs de l'Alliance, la démocratie, la primauté du droit et les droits humains. Depuis 1997, l'Assemblée a eu des contacts ponctuels avec des représentants de la société civile biélorusse et des représentants de l'opposition. Nous avons suivi les événements. Même si notre Assemblée n'a plus de lien institutionnel avec la Biélorussie, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui se passe. Des manifestations pacifiques sont réprimées, des arrestations de citoyens et de chefs du mouvement d'opposition ont lieu. Chers collègues, ceci est le combat du peuple biélorusse. Nous ne pouvons pas nous ingérer et lutter à leur place. Je pense que le dialogue national authentique est la seule solution. La Biélorussie est un pays indépendant et souverain, mais la communauté internationale doit trouver des moyens pour des moyens de stopper la violence et faire en sorte que les citoyens de la Biélorussie puissent choisir librement leur avenir politique et leurs dirigeants. J'en ai parlé au secrétaire général Stoltenberg et nous étions tout à fait d'accord. J'ai également édité une déclaration du président le 19 août en condamnant la violence et en appelant Minsk à observer et à respecter ses engagements internationaux sur les droits fondamentaux, la libre expression et le droit au rassemblement. J'ai également eu une conversation, comme je vous l'ai dit, avec le secrétaire général de l'OTAN. Il y a 2 semaines, nous avons convenu de la suite à donner aux différentes directives données par le secrétaire général Stoltenberg. Le secrétaire général Stoltenberg a dit à maintes reprises que l'OTAN n'est pas une menace pour la Biélorussie et n'accumule pas des troupes ni de forces aux frontières. Nous sommes une alliance défensive, mais nous devons rester vigilants et protéger les droits des citoyens de l'alliance. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui 2 experts, des amis, des collègues. Ce sont vraiment des spécialistes en la question. C'est ainsi un privilège pour moi de vous présenter Franak Viachorka. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Journaliste biélorusse et chercheur non résident au Conseil de l'Atlantique. Il est commentateur reconnu sur ce qui se passe en Biélorussie et c'est un fervent défenseur de la démocratie dans son pays. Il a été plusieurs fois envoyé en prison par les autorités biélorusses. Il est diplômé de la American University de Washington et de l'Université de Varsovie. Merci beaucoup d'être là. Et nous attendons impatiemment de vous entendre sur la situation. Et avec votre permission, je voudrais également présenter le 2e orateur qui vient de nous rejoindre. Je pense que vous le connaissez. Marc Galeotti, l'un des experts britanniques les plus reconnus sur la Russie et l'espace post-soviétique. Il a différents livres et publications sur ce thème. Nous allons donc les écouter. Nos orateurs, nos intervenants pourront donc vous exposer la situation. Après ces 2 exposés, nous aurons une séance questions-réponses consacrée à la disposition de ceux qui participent à cette session. Franak, je vous donne la parole là. Ensuite, Marc, si vous voulez bien lui donner suite. Après les 2 exposés, nous aurons la séance questions-réponses. Merci beaucoup de votre disponibilité, Franak. À vous.
Thanks everyone who organized this event. Merci, Monsieur le Président. Merci aux organisateurs de cet événement. Je suis ravi d'être ici à ce moment clé dans l'histoire de notre pays. La situation est compliquée. La situation est extraordinairement compliquée. Il est difficile de comparer la situation en Biélorussie à la situation dans d'autres révolutions, dans d'autres pays soi-disant semblables. Il n'y a pas de cas semblables. Ce n'est pas comme à Hong Kong, c'est vraiment quelque chose de tout à fait sui generis. Le meilleur parallèle, c'est 89-90, c'est le meilleur point de comparaison où les Biélorusses essayaient de se libérer du joug de l'Union soviétique. Le contrat social n'est plus respecté par l'État, différents mouvements, différentes manifestations, différentes confrontations. Il y a des révoltes, des émeutes, des manifestations tous les jours, chaque jour, et ceci depuis 36 jours, des manifestations dans la rue. Et bien sûr, une possible menace de la Russie n'est pas à négliger parce que la Russie a toujours voulu que la Biélorussie reste dans son giron. Parfois, on dit que, en boutade, que Loukachenko est pro-russe en hiver et pro-européen en été. Mais bon, blague à part, c'est quand même un suiveur et plutôt un vassal du Kremlin. Il comprend Poutine, il sait comment Poutine fonctionne, il a le mode d'emploi et il est vraiment convaincu, Loukachenko, que la Russie doit l'aider à confronter ces manifestants barbares, dit-il. Donc, 10% de la population adulte de la Biélorussie participe à ces manifestations. La plupart se trouvent à Minsk, mais différentes grandes villes participent, pas seulement l'ouest du pays, mais toute la République. Les manifestants ont des demandes très simples. Ils veulent que le président démissionne. Ils ne parlent pas de l'idéologie. Alors, ce n'est pas les questions géopolitiques qui les inquiètent, c'est vraiment une question interne, une lutte pour la démocratie, mais cela devient de plus en plus géopolitique étant donné le facteur Poutine. La Russie veut plutôt que l'Ouest s'en mêle, parce que ceci donnera l'excuse idéale à la Russie de déployer ses troupes. Idem pour les violences. Les autorités essayent de provoquer, de rendre, de produire une manifestation violente pour avoir une excuse. Nous voyons le 9 au 12 août qu'il y a eu des répressions brutales avec des centaines d'arrestations, des mauvais traitements, des tortures. Alors qu'est-ce que nous pouvons prévoir? Les manifestations, la contestation va continuer. Ce ne sera pas forcément seulement dans la rue, ce sera également les usines. On a essayé d'organiser une grève nationale. Il y a quelques semaines, on va remettre l'effort. Les autorités essayent de mater toute initiative. Donc les chefs de l'opposition, les grévistes, le conseil de coordination avec Mme Nikhanovskaya, par exemple. Ils les arrêtent, ils les détiennent. Et ils essayent donc de stopper l'avancée, la poussée démocratique. Lorsque les ouvriers se mettent en grève, les autorités isolent et ils arrêtent
où ils expulsent les responsables. C'est vraiment une violation des droits de l'homme. C'était d'abord Svetlana Tikhanovskaya. On lui a donné 2 choix, assez durs. On ne sait pas exactement ce qu'on lui a dit, mais elle a quitté aussitôt la Biélorussie pour la Lituanie. Les autorités ont maintenant annulé le passeport du prêtre Andrusievich, qui est primat, qui est chef de l'Église biélorusse. Donc, les têtes, les figures de proue sont réprimées ou expulsées. Madame Tikhanovskaya, nous ne savons pas on ne sait pas si son passeport est encore valide et si elle pourra rejoindre le pays si elle veut. Alors, la Biélorussie va devenir une sorte d'Abkhazie, n'est-ce pas? Une république qui n'est reconnue par personne, ni par les grandes puissances, ni par la communauté internationale, mais avec son régime fantoche, avec ses propres dirigeants, tout le monde, mais c'est un État vassal de la Russie. C'est un scénario que la Russie essaye de développer. La réforme institutionnelle proposée par la Russie, par la Biélorussie plutôt, fait partie du scénario russe. Ce plan de réforme constitutionnelle, Loukachenko n'a pas le choix, il va devoir l'accepter. Et Loukachenko, de toute façon, rejette tout dialogue avec Svetlana Tikhanovskaya. Il ne va pas revenir sur sa décision. Il n'y a pas de velléité d'élection pour l'instant. Mais les manifestations, pour autant, ne relâchent pas. Cependant, les autorités espèrent, dans leur verticale du pouvoir, que les choses iront pour le mieux et se stabiliseront. Mais nous pensons qu'il y aura une crise économique qui va aller grandissant et s'intensifiant. Les impôts ne seront plus payés, les loyers ne seront plus payés, l'économie va s'écrouler et Loukachenko sera confronté à encore une vague de manifestations. Voilà ce que je prévois. Le taux du rouble va chuter, rouble biélorusse, les entreprises ne paieront pas leurs impôts, la production sera stoppée, il y aura des congés, tout le monde sera mis en congé technique et ce sera la deuxième vague du soulèvement. Et ce sera quelque chose d'assez funeste. La première vague a ouvert quelques fissures et la deuxième vague va entraîner l'effondrement total. Alors, je ne pense pas que Loukachenko va pouvoir stabiliser la situation sans l'aide de la Russie. Donc, soit la révolution biélorusse, le soulèvement biélorusse prend le dessus, soit la Russie décide d'occuper, comme Abkhazie, comme la Tchétchénie, rétablir son pouvoir, comme par exemple Poutine a fait pour Kadyrov. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Thank you very much. Thank you very much. I'm here. So now I would like to give the floor to Mark, please. The floor is yours. Well, thank you very much. Marc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous et surtout très honoré de pouvoir partager cette plateforme avec Franak, un des représentants de journalistes extrêmement courageux qui nous ont permis de bien comprendre ce qui se passe une fois que les journalistes étrangers avaient été expulsés
ou bien sans qu'ils aient la moindre marge de manœuvre une fois sur place. Alors, j'aimerais commencer par la situation extérieure, ce qui signifie qu'il va falloir regarder comment la Biélorussie est vue de la Russie et rebondir sur ce qu'a dit quelqu'un, à savoir s'il ne s'agit pas du scénario ukrainien, il ne s'agit pas d'un Maïdan biélorusse, mais je pense que Moscou, en fait, crée les conditions pour qu'il y ait ce type de Maïdan biélorusse. Je ne sais pas quand cela va se passer, dans un mois, dans un an, mais un soulèvement populaire qui concerne les orientations géopolitiques de la Biélorussie et pas uniquement sa politique intérieure me semble inévitable justement à cause de l'intervention de la Russie. Alors, la question est très vaste, mais cela est intéressant comme symptôme de ce que nous avons pu voir la semaine dernière. La politique russe devient de plus en plus maladroite et lourde, et la Russie a pu se mettre à dos des pays qui avaient néanmoins des rapports proches avec la Russie et sans avoir des liens affectueux, avaient néanmoins une certaine bonne disposition à la Russie, et maintenant on observe une dimension anti-russe de la contestation. Et cela est dû aussi à la posture de Loukachenko avec la falsification évidente des élections, où il s'est accordé un score irréaliste. Il a perdu le peu de légitimité qui lui restait, et maintenant le roi est nu et la seule façon de se défendre est par la force, et il va être confronté à de plus en plus de défis, et ce que cela signifie, c'est que lorsqu'il y aura une crise politique, économique ou autre, à ce moment-là, cela va soulever la question de quel est le fondement, en fait, la légitimité de ce régime. Et pour le moment, Loukachenko est en train de négocier avec M. Poutine aujourd'hui à Sochi, et il est en train d'échanger l'autonomie du pays contre un soutien russe. Et cela pourra prendre plusieurs formes, à la fois une politique, et par le biais de la couverture médiatique, le soutien économique, pas forcément un soutien militaire d'ailleurs. En tout cas, ce n'est pas ce que voudrait Moscou, et j'y viendrai à l'instant, car il faut souligner à quel point la Russie est un soutien peu enthousiaste de Loukachenko. Ils n'ont aucun sympathie vis-à-vis de Loukachenko, car pendant très longtemps, Loukachenko a essayé de faire croire qu'il avait une certaine marge de manœuvre, qu'il était indépendant, car justement il essayait de jouer la Russie contre la Russie contre l'Europe. Et cela marche jusqu'à un certain point, mais ce n'est pas ainsi que l'on se crée des amis. Et c'est intéressant, parce que quand Loukachenko est arrivé à Sochi, chef d'État, en fait, qui l'a reçu? Le maire de Sochi. Voilà, c'est assez significatif. Et quand on regarde la presse russe ce matin, qui est évidemment bien au courant de la situation, mais Loukachenko a été présenté comme quelqu'un qui est en train d'arriver en position de faiblesse à cette rencontre à Sochi pour demander une aide russe, et les Russes sont pleinement conscients en fait de ce rapport de force, et ils ont déjà énoncé leur demande. Par exemple, le remplacement du chef existant du KGB en Biélorussie, Vakoutchik, avec son ancien adjoint, Verken. C'était une des conditions posées par la Russie, car Vakoutchik était perçu par quelqu'un qui avait fait en sorte que les supplétifs russes ne pénètrent pas l'appareil sécuritaire de la Biélorusse, et aussi c'est lui qui a été à l'origine de l'arrestation des 33 mercenaires avant les élections, et en affirmant que la Russie s'ingérait dans la scène politique intérieure russe. Alors que son remplaçant, certes, est un officier du KGB, mais qui est perçu à Moscou comme étant un interlocuteur avec laquelle la Russie est à l'aise. Alors, pas forcément un supplétif, mais au moins quelqu'un qui est proche de la Russie. Alors, ce que nous voyons, c'est que la Russie est en train de clairement dire qu'elle veut bien soutenir Loukachenko contre la Biélorussie, mais
qu'il y aura un prix à payer. Et une partie de ce prix pourrait aussi passer par le fait que Loukachenko devrait accepter qu'il puisse avoir une transition vers un autre dirigeant, un dirigeant qui serait acceptable pour la Russie par le biais d'un processus pseudo-démocratique. Alors, je ne sais pas si cela va se passer, mais en tout cas, cela pourra sans doute être une des cartes que les Russes vont vouloir jouer, car ils sont conscients que l'image de Loukachenko est vraiment très ternie. Donc, les Russes n'ont aucun désir pour soutenir Loukachenko, mais ils sentent qu'ils doivent le faire à ce stade. Alors, sans rentrer dans des complots, des scénarios de complot qui abondent dans les cercles russes, et parmi les dirigeants biélorusses, et parmi ces cercles, ils ont le sentiment qu'il y a une lutte de survie entre une grande puissance russe pour contrer l'influence occidentale, et ils estiment que l'Ukraine, la Géorgie et la Biélorussie doivent faire partie de leur sphère d'influence dans le cadre de ce grand jeu d'influence. Donc même s'ils ne veulent pas forcément soutenir Loukachenko, ils se sont convaincus que c'est le choix entre Loukachenko et perdre la Biélorussie, selon eux. Car même si à long terme, je pense qu'ils vont perdre la Biélorussie. Une option militaire directe, ce serait un très mauvais scénario pour la Russie. Même si la Russie sentait que le régime allait s'effondrer et qu'un nouveau régime arriverait qui permettrait de donner une orientation plus occidentale à la Biélorussie, à ce moment-là, peut-être ils envisageraient la carte militaire, mais néanmoins, cette force est prête. Et Poutine a indiqué qu'il a créé une réserve d'officiers de maintien de l'ordre. C'est une façon de parler de la garde nationale biélorusse, mais qui est en fait une force paramilitaire, qui est une armée alternative avec ses propres chars, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que nous aurons sans doute un scénario qui ressemblerait en fait peut-être éventuellement au scénario afghan de 79, où des troupes sont envoyées officiellement en demande du chef de l'État en place, mais aussi pour renverser cet individu, pour le remplacer par quelqu'un qui serait plus maniable et plus populaire. Alors, évidemment, la Biélorussie n'est pas l'Afghanistan. Je ne dis pas que le même scénario va se reproduire, mais cette hypothèse arrogante qu'avec le déploiement de la force russe, d'un jour à l'autre, ils peuvent se débarrasser de l'opposition et choisir eux-mêmes le nouveau dirigeant, je ne pense pas cependant que ce scénario soit le scénario prédominant dans les cercles qui entourent Poutine. Alors, comment réagir à la situation? On va sans doute y revenir pendant nos débats. Un point important à souligner est que la Russie peut contrôler en fait le niveau d'escalade. La Biélorussie est importante pour Poutine. C'est un homme qui, après tout, est très soucieux de son héritage historique, et être l'homme qui perd un des pays frères slaves, c'est déjà très mauvais, mais être celui qui perdrait deux pays serait très tragique pour lui. Alors, la Russie va devoir mener une forme d'escalade, soit économique pour renforcer l'économie, par exemple, et on a pu voir certains signes de cela, ou bien par le biais de la mobilisation, non pas économique, mais militaire, cela pourrait être un autre scénario. Et si nous allons au-delà simplement de déclarations symboliques, de dénonciation et de soutien à la société civile, comme la Pologne l'a déjà fait, nous devons être très sûrs que nous allons aller jusqu'au bout. Car le pire des scénarios serait si l'Occident, l'OTAN, parlait très fort, avec le risque que cela risque de susciter pour les vieillards paranoïaques du Kremlin, savoir qu'il s'agit d'une volonté en fait occidentale de retirer la Biélorussie à la sphère d'influence russe. Ce serait un effet tout à fait regrettable. Mais si nous, en revanche, mesurons nos propos pour éviter qu'il y ait cette répression de tous ceux qui
soutiennent en fait toute une forme d'indépendance et d'autonomie de la Biélorussie, ce serait un scénario justement à privilégier pour éviter une telle intervention et mainmise russe. Voilà, je vais m'en tenir là pendant. Merci beaucoup. Alors, avons-nous des questions Oui, Monsieur le Président. J'aimerais encourager les délégués qui souhaiteraient prendre la parole à appuyer sur le bouton pour demander la parole. Alors puis-je d'abord poser une question, car Marc a parlé justement de la nécessité en fait d'avoir des déclarations fortes, mais d'avoir des actions peut-être plus limitées. Quel est votre sentiment justement, Marc, quel est votre sentiment sur le comportement de l'Union européenne? Est-ce que vous pensez que l'UE parle trop sans que cela soit suivi d'effets? Et quelle est votre perception un peu de l'évolution de la situation au cours des prochains mois? Alors voilà, c'est ma première question. Et ensuite, je vais redonner demander à Andréis de donner la parole à nos collègues. Et ensuite, Marc pourra répondre aux deux questions, l'une après l'autre. Monsieur le Président. Monsieur Tchamba de la Pologne. Voilà, vous êtes à l'écran. Monsieur Tchamba, vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci pour cette excellente occasion d'écouter nos intervenants. Peut-être que vous ne savez pas, j'étais le seul membre du Parlement qui était présent en Biélorussie le jour des élections. J'étais aussi présent à Minsk la nuit suivante. Donc, j'ai pu voir de mes propres yeux le déroulement des événements en Biélorussie. Alors, j'accepte bien entendu la déclaration du président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et du secrétaire général de l'OTAN, mais nous devons savoir que le peuple de Biélorusse lutte pour les mêmes valeurs que nous défendons, nous, au sein de notre communauté euro-atlantique, pour les élections démocratiques et libres. Et pour que la volonté du peuple soit respectée. Alors, j'aimerais demander à nos intervenants, j'aimerais recueillir leurs sentiments sur la rencontre qui se déroule aujourd'hui à Sochi entre M. Loukachenko et M. Poutine. À quoi faut-il s'attendre? Quel sera le principal message qui ressortira de cette rencontre? Et j'aimerais aussi demander à notre président sur les mesures que nous pourrons proposer pour soutenir le peuple de Biélorussie. Pourrions-nous préparer un projet de résolution pour la prochaine session de notre Assemblée parlementaire de l'OTAN? Et j'aimerais également vous dire que la semaine dernière, Madame Tikhanovskaya a été à Varsovie, elle a pu rencontrer notre Premier ministre, l'opposition, des membres du gouvernement. Elle a reçu beaucoup de soutien de la part des Polonais. Et il faut la soutenir dans nos pays respectifs. Et nous ne devons pas accepter des négociations sur l'avenir de la Biélorussie sans qu'elle puisse y participer, car je suis convaincu qu'elle a remporté les élections et qu'elle devrait être traitée comme la dirigeante de la société biélorusse, même si cela pose évidemment des questions de problèmes juridiques, j'en suis conscient. Oui, j'aimerais juste vous dire, monsieur,
Nous allons demander à nos intervenants de pouvoir répondre aux premières questions. Marc, vous avez la parole. Marc, à vous donc. Alors, la première question concernant l'Union européenne sur ce qui peut être fait. Actuellement, il y a de nombreuses voies pour soutenir la Biélorussie. Tout d'abord, la résolution qui a été adoptée par les Lituaniens est très important pour les Biélorusses, qui dit que M. Loukachenko n'est pas le dirigeant légitime et que tous ceux qui veulent négocier avec Poutine ou Loukachenko n'aura aucune valeur. Alors, nous ne savons pas quelles vont être les conséquences juridiques de cette résolution, les conséquences, mais le fait qu'elle ait été adoptée au Parlement est très utile. Et cette résolution précise que Mme Tikhanovskaya est la dirigeante élue du peuple biélorusse et non pas le président actuel. Et cela aide également les forces démocratiques biélorusses. Je pense que Mme Tikhanovskaya dirige l'ensemble du mouvement de protestation. C'est elle qui est l'icône en fait du mouvement de protestation dans le pays et qui permet de réunir toutes les forces de l'opposition. Cela facilite en fait la tâche des pays occidentaux car elle représente vraiment une interlocutrice légitime du peuple biélorusse. Pendant les premières semaines après les élections, il y a eu une situation assez chaotique, mais maintenant, les groupes d'opposition ont pu se coordonner, mieux s'organiser. Qu'est-ce qui peut être fait? Il est important que les parlements ainsi que le Parlement européen adoptent des résolutions disent-ils que Loukachenko n'est pas légitime. Un projet à l'étude est à l'étude en ce sens au Parlement européen. Il est important que cette résolution ne se compte pas simplement de condamner, mais évoque aussi des actions précises, à savoir des sanctions individuelles. Et il ne s'agit pas uniquement de cibler M. Loukachenko, mais aussi toutes les forces de sécurité qui ont participé à la répression telle qu'elle existe. Nous devons nous assurer que toutes les violences policières, les cas de torture ne resteront pas impunis. Et nous constatons qu'il y a une vraie peur des craintes en Biélorussie de figurer sur une telle liste noire qui identifie les individus du côté de la police qui ont participé à cette répression et maintenant tous ceux qui sont mobilisés dans la répression ont leur visage couvert et je pense que de telles mesures seraient des mesures simples à prendre par les démocratie occidentale. Sinon, je crois qu'il faut envoyer un signal très clair que l'Occident n'interfère pas dans la situation, mais que l'Occident est disposé à fournir des paquets d'aide économique du style plan Marshall qui a été évoqué. Voilà. En fait, ce qui est important, c'est d'envoyer les bons signaux pour dire que nous n'allons pas laisser la Biélorussie s'effondrer, que nous allons nous disposer à investir dans l'avenir de ce pays et que les entreprises biélorusses vont pouvoir continuer à prospérer sans Loukachenko et sans doute encore davantage. Let's prepare for the worst case scenario. Alors, préparons-nous au scénario le plus désastreux. Si Loukachenko tire sur les manifestants, il va falloir voir ce que l'on peut faire pour créer des corridors humanitaires. Alors, en Pologne, il y a de l'aide, mais à cause de la pandémie, l'aide est bloquée.
Donc, nous avons réfléchi à tout cela et beaucoup de ceux qui sont bloqués aussi et qui sont restés en Biélorussie. Il leur manque des visas si on veut évacuer certaines personnes, donc par le biais de ces corridors humanitaires. Il y a à voir ce que l'on peut faire en termes d'aide médicale pour les blessés, de mettre en place un certain nombre de mesures. En ce qui concerne la deuxième question, merci beaucoup à notre collègue polonais. Il nous a montré qu'il était très important de donner les bons signaux aux Biélorusses. Notamment, il a été le rapporteur spécial sur ce dossier et il a, je crois, montré aux citoyens biélorusses que cette histoire était entendue en Pologne, mais également en Europe. Et ça, c'est très important. Bon, il y a des comptes Twitter, mais il n'y a pas beaucoup d'informations sur les médias européens après ce qui s'est passé. Les ambassadeurs des États européens ont joué un rôle important à 2 reprises. Alors, ils sont venus quand il y a eu les premiers décès, donc ils ont mis des gerbes pour honorer les victimes. Et donc, personne n'a utilisé ça contre les protestataires. Au contraire, ça a aidé. Il y a beaucoup de diplomates dans le monde occidental qui ne veulent pas que la lauréate du prix Nobel, donc ils ont tous aidé Svetlana Alexievitch. Et je crois que ça, c'est important et je crois que d'ailleurs il y aura de la solidarité qui sera démontrée dans les marches en Biélorussie. Il s'agit d'envoyer un message très simple aux opprimés biélorusses et il faut leur dire voilà, l'Occident est à vos côtés. Et je crois que c'est important. Loukachenko aujourd'hui a obtenu une promesse d'aide d'1,5 milliard d'aide de la part de Poutine. Donc c'est vraiment sans précédent, mais ça ne sera pas suffisant pour stabiliser l'économie biélorusse. Mais je crois que c'est un geste des Russes et Loukachenko voulait des garanties de la part de Poutine et ça va lui donner plus de temps pour contenir les protestations. Ça lui donnera 6 à 8 semaines, je pense. Bon, peut-être qu'il n'y aura pas de baisse de l'enthousiasme, mais voilà, peut-être que voilà, ça va aider où il sera dans une situation difficile. Marc. Alors, c'est toujours très difficile de suivre tout cela. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par Franak. Mais je vais essayer de répondre à la question polonaise en ce qui concerne la réunion avec Poutine. Je crois qu'il va falloir attendre de voir tous les détails qui vont ressortir. Mais ça va pas être si clair que cela. Voilà, un accord très clair qui ressortira de tout cela. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de montrer la relation de pouvoir. Donc, c'est Loukachenko qui est allé à Sochi sur son terrain. Et donc,
c'est prendre cet homme qui a pendant tant d'années a été un facteur irritant et d'essayer de lui montrer, voilà, c'est nous maintenant qui allons mener le jeu. Et donc, en fait, ils vont pas dire, les Russes ne vont pas dire, voilà, on va vous offrir beaucoup. Ils ont offert cette grande somme d'argent, mais ils essaient d'ailleurs d'investir un minimum. Et en fait, ils essaient de le contrôler, Loukachenko. De manière assez importante. C'est le début, je crois, du processus. Ce n'est pas pour dire pour autant qu'il y aura des réunions régulières avec Poutine, mais c'est un début. Ce n'est pas la fin de ce processus. Et je crois que cela pose des questions intéressantes sur ce que peut faire l'Union européenne. Bon, il y a toutes sortes de choses que peut faire l'Union européenne. Alors, une question très franche qui doit être posée, quelle est l'importance de la Biélorussie pour les Européens? Alors, j'ose espérer que c'est important. Pour certains pays voisins, d'ailleurs, ça l'est, et ils l'ont montré. Le problème, c'est qu'il y a d'autres pays qui voient cela comme quelque chose de fâcheux, quelque chose sur laquelle ils doivent dire les bonnes choses, mais ça n'est pas si problématique pour eux. Et ça, c'est un problème parce que quand on regarde comment les Russes encadrent cette crise et comment ils l'explorent, eh bien, ils espèrent trouver assez de preuves pour dire, voilà, il y a un grand nombre de pays qui ne s'inquiètent guère de la Biélorussie et les Russes, parfois, font de mauvais calculs. Les Russes ne comprennent pas les sociétés démocratiques et donc, parfois, ils se trompent. Mais ils vont essayer. Alors, il faut que dès le début, il y ait une coordination très serrée en Europe. Alors, si on s'aperçoit qu'il y a des pays qui se préoccupent de la situation, mais aussi beaucoup d'autres qui ne s'en préoccupent guère, il y aura un dénominateur commun, un plus petit commun dénominateur, et ça va rassurer la Russie et ça va leur permettre d'aider Loukachenko encore plus. Alors, Loukachenko, il dépend de qui? Des Russes et de son appareil sécuritaire. Et c'est tout. Pratiquement, c'est tout. Donc, il faut être pragmatique, il faut essayer de gérer ces deux éléments. Alors, pour les Russes, il faut que ça soit clair, il ne faut pas que ça soit fait publiquement, parce que les Russes, quand on les attaque, ça ne se passe pas très bien. Mais ça doit être dit très clairement qu'il y aura un coût associé à un soutien donné à Loukachenko, et en particulier si il y a un bain de sang. Et ces coûts pourraient comprendre des sanctions. Et puis, il faut que, la Russie, elle dit qu'elle va stabiliser l'économie biélorusse, mais ça rend les Russes vulnérables. C'est-à-dire que des sanctions sur l'économie biélorusse sont en fait des sections secondaires qui s'imposent à la Russie. Si la Russie doit intervenir pour couvrir l'économie biélorusse. Donc, encore une fois, il ne faut pas le dire officiellement, mais il faut le communiquer à la Russie. Il faut leur dire, voilà, si vous voulez utiliser vos ressources à d'autres fins, eh bien, elles seront investies en Biélorussie. Et voilà, des coûts pour la Russie. Et donc, les responsables russes doivent l'entendre. Et d'ailleurs, il faut aussi dire que tous ceux qui sont identifiés comme ayant des contacts, des réunions avec les forces de sécurité biélorusses, il va falloir les contrôler. Il y en a beaucoup de contacts et tous ceux qui sont impliqués dans ce genre de réunions de contacts devraient être sanctionnés.
Alors, parlons des forces de sécurité parce que c'est un élément crucial. Et comment faire pour les diviser? Bon, ils ne sont pas tous des brutes, mais il y a cette violence dans la rue. Bon, alors il faut voir... il faut bien sûr répudier toutes ces formes de violence, mais il y a des éléments dans les forces de sécurité qui ne veulent pas cette violence. Évidemment, ceux qui sont les plus virulents sont proches de Loukachenko. Est-ce qu'il y aura un avenir pour eux si ils sont jugés dans des procès qui suivraient cette période? Mais il y a des personnes, des individus qu'on pourrait toucher, qu'on pourrait affecter. Je crois que, voyons ce qui va se passer dans quelques mois. Par exemple, si vous êtes encore, vous, policiers, dans les rangs de Loukachenko, vous n'aurez pas de visa pour sortir. On ne peut pas travailler sur le livre noir qui a été évoqué par Franak, parce que si on dit oui, cette personne, oui, va être sanctionnée, celle-là, non, ça va devenir un cauchemar juridique. Donc, si vous êtes encore policier dans les rangs de la police de Loukachenko, vous ne serez pas les bienvenus. Donc ce sont des mesures symboliques, mais ça montre aux gens qu'il y a un regard braqué sur la Biélorussie par le monde entier. Donc, et je pense que ça pourrait être aidé. Mais il ne faut pas mettre les gens au pied du mur, il ne faut pas les braquer. Bon, évidemment, chaque situation est différente, mais pour en revenir au coup d'août en Russie en 1991, où le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, etc., ils pensaient que leurs institutions pouvaient être transférées avec eux, parce que il y avait un nouveau traité de l'Union, et donc ils pensaient que chaque agent du KGB, chaque policier les suivrait. Et ça n'a pas été le cas. Soit ils ont refusé, soit ils ont essayé de s'écarter de la situation. Et d'ailleurs, on a vu après le coup beaucoup de congés maladie. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas forcément tous ces hommes qui vont rester aux côtés de Loukachenko. Donc, on va leur dire, il faut leur dire, voilà, c'est votre chance, c'est votre opportunité et de sortir du rang des méchants. Et c'est votre chance. Et puis, dernier point que je voudrais soulever, en ce qui concerne la réaction européenne, je suis un fervent défenseur de l'idée selon lesquelles les démocraties ont des choix de réaction face aux forces réactionnaires et autoritaires. Donc, il y a les sanctions. Mais je crois qu'il faut être créatif. Il faut penser à quelque chose qui aurait une incidence. Alors, on sait bien de dire, c'est très humain de dire on va avoir des corridors, mais une manière très pratique d'agir, ce serait d'aider l'Europe. Eh bien, c'est regarder le secteur informatique très florissant à Minsk. Alors, écoutez, voilà, si vous travaillez dans ce secteur, venez chez nous. On va vous donner un permis de résidence. Donc, on aura des programmateurs extrêmement intelligents et puis, ça sera une base de soutien pour un nouveau régime. Bon,
en temps utile, il va falloir reconstruire l'économie, ça c'est vrai. Alors on pourra dire à ces gens, vous pouvez rester ou on va vous donner 25 000 € et vous pourrez retourner à Minsk. Je crois qu'il faut que nous soyons créatifs sur la manière de réagir parce que pour Loukachenko, c'est le dernier combat. C'est le dernier combat. Il ne va pas être raisonnable parce que c'est la fin. Donc il faut trouver des manières de sanctionner qui vont avoir un impact sur Loukachenko. Merci beaucoup. Qui est le prochain orateur sur la liste? Alors, je voudrais rappeler aux délégués que s'ils veulent intervenir, ils doivent faire une demande de parole. Nous avons 3 demandes de parole. Nous en avions 3, il n'en reste plus qu'un. Peut-être que les 2 autres collègues vont revenir. Mais entre-temps, nous avons une question qui vient du Parlement européen. Un de nos collègues qui est un ancien président de la paix, elle n'a pas pu la poser. Elle a posé sa question par écrit. Alors en fait, si vous me le permettez, je vais la lire. Elle dit que les Biélorusses aujourd'hui sont à la tête d'une nouvelle deuxième phase de libération de l'Europe de l'Est. Tout d'abord, il y a eu l'effondrement de l'URSS. Et ici, on voit que les femmes biélorusses sont figures de proue de ce mouvement et c'est important. Et j'aimerais vous souhaiter tout le meilleur possible parce que vous êtes un exemple. J'ai une question aujourd'hui. Donc, pour Loukachenko et pour Poutine, c'est plutôt la question des territoires, du territoire, de prise de territoire qui est importante. Et donc, à quoi s'attendent les Biélorusses de la part de l'Union européenne? Voilà. Certaines des choses ont déjà été demandées à nos intervenants sur le rôle de l'Union européenne, mais elle évoque ici, notre collègue, le rôle des femmes et l'exemple que représente le combat des Biélorusses pour les Russes. Donc, je suggère de donner la parole à notre collègue letton. Je lui donne la parole. Ivan, allez-y. Voilà, cela prend quelques minutes normalement. Mr. President, I think we have some problem with Mr. Clementius. Yes. Monsieur Clementius a du mal à se joindre à nous. Nous avons donc, nous donnons la parole à Graz Vidasiachoutis du Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées, DECAF. Chers collègues, bonjour. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité à assister à ce séminaire. J'ai été très intéressé par entendre Franak et Marc. Et effectivement, je vous parle ici de Genève et de mon centre. Je voudrais vous parler du secteur sécuritaire. Il semble que le secteur, que les forces de l'ordre restent loyales à Loukachenko. Est-ce que vous voyez une quelconque possibilité de défection, d'abandon, ce qui pourrait bien sûr faire pencher la balance du côté des manifestants? Et que pensez-vous du régime? Est-ce qu'il garde un certain soutien plutôt au sein de la société? Merci. Est-ce que vous avez pu trouver Evans, Andreas? Non.
Non, non, monsieur, il a disparu dans la nature. Bon. Eh bien, je donne la parole aux deux orateurs qui vont partager avec nous leurs avis sur les questions posées. Marc, voilà. Donc d'abord Marc, et ensuite Franak. Très bien, merci beaucoup. Bon, deux choses. Du premier jeu de questions, Poutine et le peuple russe. Pour Poutine, le pouvoir, la puissance est un concept du 19e siècle, dynamisme politique, pouvoir souverain, etc., n'ont pas de sens pour lui. C'est la sphère d'influence avant tout, et les pays doivent accepter que la Russie, plutôt qu'ils sont dans la sphère d'influence de la Russie. Voilà. Apprendre ou à laisser. C'est son approche, l'approche de Poutine. Pour l'instant, je ne pense pas que le Kremlin craigne que le pouvoir du peuple, que la voix du peuple contaminerait la Russie. Bien sûr, demain, si ceci avait lieu avec au sein des forces de sécurité, des défections, etc., en masse, etc., ceci changerait. Mais pour l'instant, leur préoccupation est géopolitique et politique et sociale à long terme. Si la Biélorussie est perdue, eh bien, le monde russe est plus petit et la Russie est affaiblie. Bon, je parle, c'est un petit peu, j'exagère ici, mais j'ai parlé aux experts et c'est comme ça qu'ils voient la question. Un grand pays est un pays vulnérable. Il a des pieds d'argile. C'est un monde du plus fort. Et si vous ne pouvez pas montrer que vous êtes le plus fort vis-à-vis d'un tout petit pays comme la Biélorussie, on va venir vous attaquer, tôt ou tard. Alors, pour les Russes eux-mêmes, et l'influence que ceci pourrait avoir, eh bien, c'est un petit peu l'un des malentendus sur l'Ukraine. Car on dit la Russie déteste ce qui se passe en Ukraine parce que si un régime chute, ceci a un très mauvais message pour la Russie et pour les Russes. Non, Poutine a réussi à démontrer au peuple russe que la révolution, c'est quelque chose de dangereux, qu'il faut éviter, une sorte de pandémie. Mais ce qui serait dangereux, ce serait une Biélorussie pas seulement démocratique, mais démocratique et réussie. Voilà, la Russie a pu montrer que l'Ukraine est démocratique et déchue, un État en échec. Voilà, c'est une question politique. Il faut montrer que ce sont des losers. Et les Russes, en général, la Russie a toujours vu les Ukrainiens comme leurs voisins, ou plutôt leurs frères qui pètent le feu, leurs frères méditerranéens, tandis que les Biélorusses, c'est leurs frères teutons, ennuyeux, stables. Et même s'il y a une chute demain, cela mettra du temps pour montrer qu'une Biélorussie démocratique fonctionne. Et pour votre deuxième question, secteur démocratique, défection. Oui, effectivement, il est très difficile pour faire que quelqu'un quitte les services de l'ordre. Surtout si le changement ne va pas s'opérer rapidement. Si le régime, dès que le régime montre des signes de affaissé, c'est là que tout le monde se découvre en lui, tout à coup, un cœur qui bat pour la démocratie. Mais pour l'instant, on ne va pas voir ces abandons en masse, parce que les hommones, c'est les hommones qui sont utilisés, donc ce sont des durs. Non, ce sera les forces armées, en fait, qui seront intéressantes. Les armées se sont tenues à l'écart. C'était très visible lorsque vous voyez en fait des troupes, ce sont des troupes du ministère de l'Intérieur, et non pas des forces des armées. Et bon, les forces armées biélorusses s'entraînent côte à côte avec leurs
aux homologues russes et sont structurés presque à l'instar, pour être une sorte de bras armé, ou plutôt un régiment russe. Ce n'est pas comme ça que les Biélorusses le voient. Alors, leur position, leur posture, si on voyait la situation, vraiment, la dynamique changer dans la rue, je n'ai pas de réponse. Franak pourra peut-être nous aider, mais personne n'a une réponse, je ne pense. Ce sera peut-être là le facteur déterminant. Lorsque l'armée décide que leur mission de défendre la Biélorussie ne veut pas dire défendre Loukachenko contre son peuple, mais plutôt le contraire. Il y a en fait des efforts pour bâtir un esprit de corps, surtout dans les unités d'élite, en les présentant comme des défenseurs de la mère patrie et non pas du régime. Voilà. Donc on va voir combien de déserteurs. Et ça, ce sera un instant intéressant. Franak, à vous. Tout à fait d'accord avec le professeur Galeotti. En fait, je pense que nous sommes tout à fait sur la même longueur d'onde. Je voudrais parler des Siloviki et des forces de l'ordre. La verticale, Loukachenko est là pour lui, pour le maintenir au pouvoir. Et il est impossible d'enlever Loukachenko de cette verticale et s'attendre à ce que la verticale continue. Ce n'est pas comme ça. Bien sûr, en fait, la verticale, ce sont des technocrates, ils peuvent travailler n'importe où. Je parle des gens, des ronds de cuir, quoi, dans les bureaux. Et pour qu'ils changent de côté de parti, ils doivent comprendre que la verticale du pouvoir actuel ne va pas tenir la route. Et ils doivent avoir des délais bien clairs et savoir bien clairement comment ils peuvent passer chez les manifestants. Ils ne savent pas comment faire, quand faire. Est-ce que ce serait, je ne sais pas quoi, le Facebook ou Tikhanovskaya pour lui dire « je vous plaît, je vous promets mon soutien ». Le conseil de coordination ne leur a pas donné une feuille de route. Dès qu'un processus est en place et que c'est clair, on va voir beaucoup plus de défections. Des déserteurs, pas seulement chez les militaires, mais également la police et les technocrates. Deuxièmement, la question du délai. Tikhanovskaya avait annoncé que le 9 octobre serait la date butoir pour les Siloviki. Le 9 octobre, 2 mois après les élections, c'est-à-dire techniquement c'est le jour J. Tout Silovik qui ne change pas de parti va de côté sera tenu responsable. Ceci aurait dû s'opérer beaucoup plus vite, mais je pense que nous allons voir des désertions beaucoup plus rapides maintenant. J'ai vu hier le canal Telegram de Biélorussie a refusé de publier les noms de ses collaborateurs. Ils ont reçu 70 messages, des envois de rapports de collaborateurs en disant ne publiez pas nos noms parce qu'on va quitter notre poste. Donc, ils ont besoin de cet incitant, et cet incitant a été donné hier. Le délai, le jour J, c'est le 9 octobre pour la Siloviki. Au niveau le plus élevé, pour les généraux, etc., les commandants, les aumônes, ce sera beaucoup plus strict. Ce n'est pas seulement de passer à l'opposition, mais en fait, c'est vu comme une sorte de trahison. Lorsqu'il prête serment, il prête serment au président et non pas à l'État. Et bien sûr, on peut difficilement s'attendre à des désertions parce qu'ils ne veulent pas rompre leur serment.
Et je ne vois pas de possibilité que les OMON, donc les forces de sécurité de l'ordre, que c'est comme les Berkouts en fait, en Ukraine. Je pense que nous allons voir quelque chose de semblable. Ils vont vraiment, voilà, ils vont lutter jusqu'à la mort, jusqu'au dernier. Pour ce qui concerne la résistance soviétique, le rôle des femmes, etc., eh bien, oui, effectivement, c'est un facteur important. Les femmes sont très actives et sont beaucoup plus courageuses que les hommes dans les manifestations, très souvent. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? La police a commencé à maltraiter les femmes exactement comme si c'était des hommes. L'ordre était donné par les chefs de ne donner aucun quartier, de ne faire aucune exception pour les femmes. Donc, nous pensons que les marches des femmes seront dispersées comme les marches des hommes, jusqu'ici, ou comme les marches. Merci. Nous avons encore 2 questions. Une question d'Andrius et une question d'Ivans, car il nous a envoyé son message, sa question par message sur le bulletin. Alors, Andrius, si vous voulez bien lire la question d'Ivans et poser la vôtre, et nos amis pourront répondre aux 2 questions, et comme ça, nous pourrons ensuite lever la séance. Andrius. Merci, Monsieur le Président, merci beaucoup. Oui, Monsieur Clémentius a eu des soucis techniques. Alors, sa question est la suivante. Que peut-on faire pour la démocratie? Que peut faire le Conseil européen? Mais en fait, il parle bien sûr, sans doute, du Conseil de l'Europe ou du Conseil européen de l'Union européenne, je ne sais pas. Faudrait-il envoyer une délégation à Minsk? Parce que pendant le Maïdan à Kiev, on a montré à quel point que le dialogue était important et Loukachenko a organisé 2 rencontres à Minsk. Donc peut-être le prendre sur parole, n'est-ce pas? Pour l'instant, en écoutant et voici ma question, les médias russophones parlent de Biélorussie et de l'empoisonnement de Navalny. Et bien sûr, c'est très difficile de dire s'il y a un lien direct ou indirect, mais M. Loukachenko a certainement fait ce rapprochement avec la conversation entre Minsk et Varsovie, donc en éventant cette conversation téléphonique. Donc, bon, est-ce que vous pouvez commenter le cas Navalny et Navalny si cela aura une influence? Merci beaucoup. Maintenant, c'est Franak qui va envoyer et puis Marc suivra. Merci beaucoup. Bon. Le Conseil européen ou le Conseil de l'Europe, qu'est-ce qu'il peut faire? D'abord, rencontrer Svetlana Tikhanovskaya. On ne peut jamais le dire suffisamment. Ceci aurait une grande importance parce que même sans dire que c'est la présidente élue, on montre la solidarité, la reconnaissance de Tikhanovskaya comme représentant le peuple biélorusse. Il est important que M. Borrell la rencontre, ou Macron. Sa visite est prévue déjà. Si Merkel et Macron rencontrent Tikhanovskaya, cela lui donnera, non pas du pouvoir, mais une sorte d'autorité qui inspirera les manifestants biélorusses. Ils se disent, voilà, la Pologne nous soutient, mais les grandes puissances restent silencieuses, muettes, comme des carpes. Alors, je pense qu'ils veulent avoir qu'ils veulent que les grands joueurs, les grands acteurs se rallient à eux.
Pour ce qui concerne les autres organisations, oui, la mission de contrôle, d'observation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, je pourrais jouer un rôle. Il y a eu des contacts aux Pays-Bas. C'est quelque chose qui a été décidé, qui a été discuté plutôt. Donc, mission d'observation, un document sur les violations, des rencontres sur le terrain. Et ceci pourrait limiter la violence. Je ne veux pas dire par là que la violence sera stoppée, mais limitée au moins. Quand les diplomates occidentaux en 1996 étaient là sur les barricades, j'étais très jeune, je m'en souviens. Eh bien là, Loukachenko n'a jamais envoyé ses aumônes. Donc une présence occidentale, pas seulement. Donc une observation, mais également de l'aide. Afin que... Problème de ligne maintenant. Excuse me, Franak, we seem to be losing you. We have lost... Franak, je pense que nous avons perdu ce que vous venez de dire. Si vous coupez peut-être votre webcam, ceci donnera plus de bande passante. Ting-tong. So Franak will probably try to reconnect. In the meantime, Professor Gagliotti, perhaps you could... Entre-temps, le professeur Gagliotti, peut-être? Oui, bien sûr. Le dialogue? Oui. Mais bon, on parle beaucoup de dialogue, n'est-ce pas? Et c'est très important. Mais il faut deux. Le dialogue, c'est un dialogue entre deux personnes. Il faut que les deux soient prêts à parler. Mais Loukachenko, pour l'instant, n'a aucune envie de parler à son propre peuple. Bon, cela ne veut pas dire que la situation est désespérée, mais à moins qu'on lui donne une bonne raison, et c'est là que le monde externe pourra aider, on ne peut pas s'attendre à un dialogue quelconque qui vaille. Et là, il voit un dialogue comme un signe de faiblesse. Bon, cela ne veut pas dire que rien ne puisse être fait, mais Franak a tout à fait raison. Ouvrir les canaux avec Tikhanovskaya, par exemple. Les régimes autoritaires, en fait, ils prospèrent lorsqu'il y a le désespoir. Et vraiment, pour eux, le mieux, c'est que le peuple soit désespéré et que cela ne vaut pas la peine, que on ne peut rien faire. En fait, ce qui est important, c'est de montrer que nous surveillons la situation, que nous suivons de très près ce qui se passe en Biélorussie et que nous envoyons des gens sur le terrain pour vérifier cela. Et je pense que l'usage de missions de surveillance, des commissions d'enquête peuvent limiter l'impact de la violence et c'est une piste à creuser. Et on peut faire le parallèle avec la présence avancée, renforcée de l'OTAN dans les pays baltes et en Pologne, qui ne vise pas uniquement à fournir des forces supplémentaires pour contrer toute attaque, mais cela contribue en fait à symboliquement manifester une présence sur le terrain. Et les Russes savent que le danger de tuer un Américain, un Britannique ou un Allemand serait beaucoup plus sérieux que si la victime serait estonienne, lituanienne ou lettonne. Alors, je ne dis pas que c'est acceptable, mais telle est la perception en fait. Et nous avons pu utiliser cette situation pour renforcer la position de l'OTAN dans cette région. Donc, d'où l'importance d'avoir des gens sur le terrain. Et s'il y a une escalade de la violence, il y a le risque
à ce moment-là, il pourrait y avoir le risque de s'en prendre à quelqu'un qui représenterait une mission européenne, parlementaire, occidentale. Et voilà, c'est un risque. Et donc, il ne faut pas non plus oublier le cas de Maria Kolesnikova, qui est maintenant en prison après un acte très très courageux, qui après avoir déchiré son passeport pour éviter d'être expulsé en Ukraine. Alors qu'on se concentre sur Madame Tikhanovskaya comme présidente potentielle, il ne faut pas oublier les autres dirigeants de l'opposition, et pour ne pas donner l'impression que nous sommes en train de pousser vers le pouvoir un autre candidat, une candidate particulière, mais démontrer que l'on soutient l'opposition en général et pas simplement une personne. Alors, Andrés, pour revenir à votre question, même si je ne dis pas que le Kremlin est panique par rapport à la situation en Biélorussie et redoute des tels scénarios dans les rues de Moscou, je pense néanmoins qu'il y a ce type de lien, car quand on a assisté au début de l'empoisonnement de Navalny, il y a donc la tentative d'assassinat, car franchement, il n'y a aucun moyen de pouvoir doser un agent neurotoxique juste pour handicaper quelqu'un, non pas le tuer. Mais quand on sait maintenant qu'il s'agit d'une forme avancée de Novichok, comme tel ressort... c'est ce qui ressort des études médicales allemandes. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que là remonte jusqu'au Kremlin. Et cela peut s'expliquer sur pourquoi le Kremlin aujourd'hui se montre de plus en plus nerveux, alors que cet individu, M. Navalny, avait une certaine marge de manœuvre, alors et ce parce qu'il comprenait les règles. En fait, il s'attaquait au Premier ministre, pas forcément au président. Il savait très bien, Navalny, où se trouvaient les lignes rouges et il évitait de les franchir. Et le fait qu'il y ait maintenant la combinaison, la Biélorussie, les manifestations Khabarovsk dans l'est de la Russie, et le fait qu'il y ait eu ce vote constitutionnel tronqué, plus les élections locales du week-end dernier. Et n'oublions pas non plus que c'est une manipulation du scrutin qui a suscité la manifestation en Russie, avec Navalny proposait justement un vote tactique contre le pouvoir. Tout ça a pu contribuer en fait à ce changement d'état. But the red line moved and he suddenly became fair game. So that's my current sort of working hypothesis. So Belarus is one of the factors that just simply contributes to, as I said, a rather kind of paranoid conspiratorial Kremlin, suddenly thinking that in fact things are getting too dangerous and it's time to basically be more ruthless. Thank you very much. And I think we have one more questions. So if we can add to this meeting is, if I'm right, Ahmed. Ahmed Yildiz, if he's here with us, then Andreas, please give the floor to Ahmed. Please, Mr. Yildiz. And we also have our second speaker, Mr. Vechorka, back. Perfect. Yes. Am I on? Mr. President, Mr. Chairman, can you hear me? We can hear you. We can hear you well. Yes, We cannot see you, but we can hear you. Greetings from Ankara. Following the comments and answers by the speakers, I felt obliged to inform the colleagues, this August body, because I am also chairperson of the Turkish delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Last week, we discussed this issue both in the political and legal committees, and we hosted Madame Sivanovskaya, Mrs. Sivanovskaya. We listened to her. As you know, Russians are also there. It is a very bigger organization. The number of delegations are big. And many delegations expressed that we should keep also the door. We should insist on dialogue between government and opposition. And also we should insist on sending a fact-finding mission, provided that Belarusian authorities
allow that this mission, this delegation can freely meet everybody, can see everywhere to determine the facts. Yes, tomorrow we will talk about this issue also in the standing committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Then I wanted to inform you about this. Thank you very much. Thank you very much. And now with your answers, we will close the meeting of today. So please, Franak, start with you again, and then perhaps Mark will close the meeting with his answer. Yes, please. Thank you. Unfortunately, I missed perhaps a round of questions, but I can make some closing remarks if it's okay. So again, situation is developing quickly. We know that Putin wants to use this moment for himself. There is the way to not to stop him from doing this, but at least to increase costs of incorporating Belarus. We don't speak about invasion, so we can't speak here about Donbass or Crimea scenario. We speak here about long-term incorporation of Belarus. So it's more and more close situation to, let's say, Crimea, but without soldiers, Abkhazia, but without also military actions. So he has already his strong ally in Belarus. This ally is super weak, super dependent, and relies only on financial, political, and diplomatic support of Putin. And Russia understands it very well. So Lukashenko receives this financial support, and it's not. And in exchange, I think Putin will be pushing this idea of constitutional reform. We have to follow it closely, because we don't really know what changes are proposed. They are speaking right now about the change of presidential powers. They speak about the new role of parliaments, but it is not initiative that can be negotiated with the opposition. This is not initiative that Belarusian democratic forces right now are fighting for. Let's do all possible right now to to prevent escalation, because we are very close to the moment when Belarus can be back in the situation of August 9, August 12, when the biggest, the most violent crackdown happened. So, and to prevent it, we have to be allowed. As journalists, I'm trying to arise and to cover this topic so much as possible. But on political side, it's very important not just to condemn, but to take very quick steps in supporting civil society and media on one hand, and to put pressure and all his cronies on the other hand. Thank you. Thank you. And now Mark. Yes, it's very hard to know what to say after that, because obviously I think, France sort of covered the points. I mean, I do believe if we're talking about dialogue and so forth, these are obviously tremendously important, and fact-finding missions likewise. But in all cases, it's because what they provide is the capacity to bring engagement into Belarus, and engagement at a meaningful level, which basically means at the street level, at the opposition level, and so forth. And in that respect, actually, permet en fait d'avoir des interactions avec les interlocuteurs. Il faut multiplier les canaux, pas simplement entre les parlementaires, mais aussi avoir des échanges avec les syndicats, par exemple, qui pourraient envoyer des délégations, car les syndicats sont vraiment des instruments du pouvoir en Biélorussie. Sans fournir de légitimité au régime, il y a de nombreuses façons dont nous démontrons que nous sommes attachés à la situation, à l'évolution de la situation de la Biélorussie, et ces signaux sont majeurs. Si Loukachenko veut inverser la dynamique, oui, cela pourrait effectivement être le cas en ce qui concerne les manifestations, mais son espoir est que il y a une certaine lassitude qui s'instaure, et qu'à force de mobilisation, si cela ne débouche sur rien, en tout cas tel est le pari en fait du pouvoir. Et sur la scène internationale,
Certes, on parle beaucoup de la Biélorussie aujourd'hui, qui est avec la multiplication de délégations, et cela est en haut de l'actualité. Mais si la crise s'éternise, si une autre crise émerge, à ce moment-là, l'actualité sera dominée par un autre terme. Donc, nous devons réagir rapidement pour nous assurer que toutes les interventions que nous voulons avoir aient lieu maintenant et ne pas laisser Loukachenko avoir trop de marge de manœuvre. Loukachenko ne verra sans doute pas d'un bon oeil toutes ces missions et ces visites, mais je pense que nous pouvons aussi dire que la solution nucléaire, ce serait de reconnaître un gouvernement en exil qui irait bien au-delà de Mme Tikhanovskaya et en accordant des droits et des pouvoirs à ce type de gouvernement en exil. Mais le problème, c'est que si on emprunte cette voie, à ce moment-là, on fiche tout. Mais il faut clairement que Loukachenko comprendre que la pression pourrait être beaucoup plus sérieuse, plus négative pour lui, et cela contribuerait à délégitimer toutes les institutions de l'État biélorusse. Voilà, ce sont le type d'hypothèses dont nous devrions parler en public, même si cela ne débouche pas forcément sur ce type de scénario. Merci beaucoup. Oui, c'était vraiment des exposés passionnants et des questions-réponses très intéressantes. Vous avez vraiment renforcé notre connaissance de la situation en Biélorussie. Je suis issu que nous sommes certains qu'il ne s'agit pas du début du processus, de la fin du processus, mais du début. Et je pense que nous aurons d'autres occasions pour évoquer ces thèmes. Alors, il y avait une question précise de mon collègue polonais qui disait que nous devrions, ici, à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, écrire une résolution. Oui, pour cette idée, j'ai le sentiment que ce que Marc a dit, que si nous nous contentons uniquement de parler sans agir, cela n'est pas forcément utile. Donc, je crois qu'il nous faut à ce stade peut-être moins parler et être conscient que la situation est très fragile. Nous constatons que Loukachenko veut utiliser l'OTAN au quotidien comme un bouc émissaire. Et donc, il faut éviter d'ajouter de l'huile sur le feu. Donc, nous allons suivre la situation de près, évidemment. Et bien entendu, nous pouvons faire en sorte d'être très clair dans nos prises de position, tel que cela a été déjà fait par le secrétaire général Stoltenberg. Et si des collègues et des experts ont des idées sur la façon dont on peut apporter une aide concrète, à ce moment-là, nous sommes tout à fait ouverts à recueillir vos idées, mais pour l'instant, je pense que nous allons être prudents. Nous ne voulons pas nous ingérer ouvertement dans ce processus, mais tout en suivant la situation de très très près. Donc, merci à tous les collègues qui étaient avec nous aujourd'hui, qui ont participé à ce débat. Et je dois répéter que nous avons eu d'excellents orateurs, donc Franak, Marc, merci encore. Merci d'avoir partagé vos réflexions avec nous. C'était vraiment passionnant pour nous, sachez-le. Et si Ruxandra n'a rien d'autre à dire, je vais donc lever la séance. Et je vous souhaite bon vent à tous et protégez-vous car le Covid n'a pas disparu ici en Europe et dans tout le monde. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Au revoir. Merci. Un grand merci à vous deux encore.